un adversaire qui arrive, qui veut vous attaquer, bon, il va falloir tout d'un coup mobiliser de l'énergie, soit pour le combattre, soit, si on n'est pas assez fort, pour avoir des jambes, pour courir, pour fuir. Et à tout instant, ce qu'il faut comprendre, eh bien, c'est que l'organisme y réagit pour une seule option, c'est sa survie. Lui, votre cerveau, votre organisme, il veut que vous viviez absolument. Alors, les différentes sources d'énergie dont dispose l'organisme, on en a 4. Alors, l'ATP, donc nos petites centrales énergétiques, elles sont localisées dans toutes les cellules du corps. Et elles ont une autonomie de seulement 50 secondes. Donc, on ne va pas loin. Le glucose, qui est localisé dans le sang, a une autonomie de 30 minutes. Et le glycogène, qui est la réserve de glucose au niveau du foie et des muscles, se situe donc dans le foie et les muscles, a une autonomie d'une journée seulement. Et les triglycérides, la réserve des graisses, en fait, donc, les lipides sont transformés en acides gras. Et par contre, on verra tout à l'heure que ces acides gras sont compactés en molécules un petit peu plus grosses, qui s'appellent des triglycérides, sont situés dans le tissu adipeux. Et là, vous voyez une autonomie de 1 mois. Donc 5 jours de jeûne, ne vous inquiétez pas, vous avez de quoi survivre. Et juste un petit aparté, chaque cellule de l'organisme contient à chaque instant environ 1 milliard de ces petites centrales d'énergie renouvelées toutes les 2 minutes. Alors, donc, maintenant, le tissu adipeux, on va regarder c'est quoi au juste. Eh bien, voilà, comme on l'a vu, le tissu adipeux constitue donc la forme énergétique la plus efficace et la plus importante de l'organisme. Alors, la plus efficace, pourquoi ? Eh bien, parce qu'à masse égale, brûler des graisses produit 2 fois plus de petites centrales énergétiques que de brûler des graisses. Des sucres, pardon, excusez-moi. De plus, on l'a déjà vu également durant les conférences précédentes, que les stocks de graisse prennent beaucoup moins de place que le glycogène, car ces graisses emprisonnent beaucoup moins d'eau pendant leur formation. Donc une autonomie énergétique de 1 mois, comme on l'a vu précédemment. Et juste une petite chose, si toute l'énergie contenue dans les réserves de graisse devait être entreposée sous forme de glycogène, eh bien votre poids corporel, il augmenterait de 30 kg. Alors la localisation du tissu adipeux. Bon, je ne sais pas si on arrive à bien lire. Alors, le tissu adipeux, eh bien, on le retrouve partout au niveau de l'organisme. C'est bon là aussi. La partie supérieure, alors qu'il n'est pas noté, mais on l'a au niveau donc, du cerveau, au niveau de la face, on a du gras. Au niveau des épaules, il entoure ce tissu adipeux les différents organes, tous les organes. La partie intermédiaire, donc la partie viscérale. Et puis la troisième partie du tissu adipeux, donc au niveau des jambes, des pieds, des mains, etc. Et cette graisse corporelle totale, elle est inférieure à 25% de notre poids, quand il y a un équilibre au niveau de l'organisme. Alors, en cas d'excès d'apport alimentaire, eh bien, la graisse, malheureusement, comme vous l'avez peut-être observé, certains, enfin surtout les hommes, mais ça se concentre au niveau de la partie intermédiaire, au niveau des viscères, ce qu'on appelle les petites bouées ou des poignées d'amour. Et donc, voilà, l'apport excessif, eh bien, les cellules du tissu adipeux vont pouvoir augmenter jusqu'à 4 fois leur taille. Par contre, c'est un avantage parce qu'en cas de grossesse, eh bien, ça va permettre, c'est une réserve, on verra tout à l'heure, au niveau entre les hommes et les femmes, eh bien, les femmes ont une masse graisseuse plus importante que les hommes, mais ça, c'est en prédiction parce qu'elles sont sujettes à assurer la reproduction et donc à accueillir un bébé. Donc, ces graisses de réserve sont faites pour ça. Alors, la constitution donc, du tissu adipeux, on a vu que les lipides vont être digérés, vont être stockés sous forme de gouttelettes de graisse dans des cellules qu'on appelle des adipocytes ou des cellules adipeuses. Ce sont les cellules spécifiques du tissu adipeux. Et, comme je le disais tout à l'heure, elles vont être compactées en structures beaucoup plus
voilà, plus appropriée sous forme de triglycérides. Un triglycéride, en fait, va emprisonner 3 acides gras, pour faire ça. Donc, les adipocytes renferment des gouttelettes donc, voilà, lipidiques compactées sous forme de triglycérides. Alors, on a 2 types de cellules adipeuses ou d'adipocytes. On a ce qu'on appelle les adipocytes blancs et les adipocytes bruns. Au niveau structure, c'est quasiment la même chose, sauf qu'il y en a un qui est un petit peu plus gros que l'autre. Et là, comme vous voyez, les adipocytes blancs, ils ont une goutte qui prend quasiment toute la place de la cellule, une goutte de lipides, par rapport aux adipocytes bruns qui ont une multitude de gouttelettes de lipides. Et ce qu'on voit ici, c'est nos petites usines énergétiques, nos petites mitochondries, qui sont beaucoup plus nombreuses au niveau des adipocytes bruns par rapport aux adipocytes blancs. Alors, chez les nouveau-nés, eh bien, on a 2 à 6% de ces adipocytes bruns. On en a encore un petit peu chez l'adulte, mais très très peu. Et c'est ce qui permet d'assurer la thermorégulation au niveau du nouveau-né. Et chez l'adulte, eh bien, l'homme, il a entre 8 et 18% de tissu gras. Et chez la femme, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour la grossesse, elle a 14 à 28% de tissu adipeux. Et ce pourcentage, il varie de 5% pour un athlète d'élite jusqu'à 50% dans le cas d'une obésité dite morbide. Alors, obésité dite morbide, c'est par rapport à l'Organisation mondiale de la santé qui se base sur l'indice de masse corporelle. Dès que c'est supérieur à 35, on parle d'obésité dite morbide. Quand c'est inférieur, c'est juste le terme obésité. Alors, la constitution des réserves, comment elle se passe? Eh bien, on a de petites molécules de glucose, d'acide gras, qui vont donc subir la réaction de la glycolyse. Cette glycolyse va produire, comme on l'a vu tout à l'heure, de la chaleur. Mais, donc, comme on l'a vu également, eh bien, 2 fois plus d'usines d'énergie pour les acides gras que pour le glucose. Alors, quand l'offre est supérieure à la demande, ça c'est ce qui se passe dans un cas normal, l'offre est supérieure à la demande, eh bien, le glucose va être transformé en molécules de glycogène pour être stocké dans le foie ou les muscles. Et concernant les acides gras, eh bien, ces acides gras vont être compactés en triglycérides et vont aller dans le tissu adipeux. Alors, ce tissu adipeux, eh bien, il a une certaine plasticité. On a 40 milliards d'adipocytes, ce qui représente 1/10 de la totalité des adipocytes sont renouvelés chaque année. Ce qui signifie que la durée de vie d'un adipocyte, il est de 10 ans. Donc le nombre est déterminé durant l'enfance. Et c'est un tissu c'est le tissu de notre organisme qui est le plus vascularisé. D'où vous pouvez imaginer les nombreuses réactions qui peuvent se faire, les nombreux transferts de molécules. Alors ainsi, donc, voilà, pour résumer, on a des triglycérides, alors des acides gras, des glycérides, des triglycérides qui servent de réserve d'énergie. Concernant les constituants principaux des membranes cellulaires, eh bien, ça va être une autre sorte de matière grasse, ça va être ce qu'on appelle des phospholipides, qui sont essentiellement au niveau de nos différentes membranes cellulaires, donc les membranes qui entourent nos cellules. Et nous avons également des stéroïdes, et dans ces stéroïdes, eh bien, on a notre fameuse molécule du cholestérol qui est tant décriée, et certaines hormones sexuelles comme la testostérone, les œstrogènes, fabriqués à partir des lipides. L'organisme humain, donc, en fait, il fonctionne comme un moteur hybride. Soit il utilise du glucose, soit il utilise des acides gras comme carburant. Alors le cerveau, il est incapable d'utiliser les acides gras tels qu'eux, et les muscles, eux, par contre, utilisent le glucose ou les acides gras. Et donc, comme on l'a vu aussi dans les autres conférences, eh bien, même si vous n'apportez pas d'être une réserve d'énergie, eh bien, c'est un régulateur des gènes et une glande sécrétrice. La glande sécrétrice, en fait, donc ce tissu adipeux, il va sécréter ce qu'on appelle des adipokines. Donc, ce sont des cellules spécifiques adipo pour adipeux. Ce sont des molécules qui sont biologiquement actives, qui vont avoir une action soit locale au niveau du tissu adipeux,
soit à distance. Donc ça veut dire que ces adipokines elles vont pouvoir agir sur d'autres organes comme le cerveau, comme le foie, comme le pancréas, etc. Alors aujourd'hui, on a déterminé 60 adipokines. Et apparemment, il en existe encore d'autres qui n'ont pas été déterminées. Et je vais vous en citer, juste comme exemple, deux. Là, excusez-moi. L'adipsine qui a été découverte en 1987, vous voyez, c'est quand même assez récent, qui a un rôle de suppression, dans la suppression des agents infectieux. Et la leptine, dont on a parlé encore cet après-midi, qui a été découverte seulement en 1994 et qui joue un rôle de régulateur des réserves de graisse et de la satiété. Alors, ces adipokines, eh bien, leur rôle, elles vont donc jouer un rôle dans l'appétit et la balance énergétique. Je vous en ai mis d'autres en dessous, mais bon, voilà, c'est pour exemple. Elles vont jouer un rôle également dans la sensibilité à l'insuline, un rôle dans l'inflammation, l'immunité, donc un grand rôle au niveau du système immunitaire, et un rôle également dans la pression, pour la pression artérielle. Donc vous voyez, ces adipokines qui sont sécrétées par le tissu adipeux, eh bien, elles ont quand même des rôles qui sont non négligeables. Et dans l'angiogénèse, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est au niveau des vaisseaux sanguins. Alors, les adipokines ou les adipocytokines, comme la leptine et l'adiponectine, eh bien, elles ont un rôle sur le nombre ou l'activité également du système, des cellules du système immunitaire, et en particulier les globules blancs, dont le rôle, vous savez, est crucial dans les mécanismes de l'immunité innée et adaptative. Et réciproquement, les cytokines, eh bien, qui sont sécrétées par le système immunitaire, vont réguler l'activité des adipocytes. On a une relation d'autant plus étroite que chaque ganglion, eh bien, il est niché dans un dépôt de tissu adipeux. D'où cette relation entre système immunitaire et tissu adipeux. Ainsi, les maladies qui atteignent drastiquement le système immunitaire, comme le sida ou les maladies auto-immunes, eh bien, ces personnes qui sont atteintes de ces maladies voient leur masse graisseuse drastiquement diminuer. Des recherches ont également montré que la malnutrition due à des carences ou à des excès nutritionnels entrave le bon fonctionnement de ce système immunitaire. Et on a des chercheurs ont mis en évidence des cellules souches. Ce sont des cellules qui sont à la base du développement de notre organisme, qui après vont se différencier en cellules musculaires, cellules cardiaques, etc. Et bien, des cellules souches capables de se différencier en cellules immunitaires ont été retrouvées dans les cellules, dans le tissu adipeux. Et ces cellules impliquées donc également dans les allergies. Alors, le tissu adipeux, eh bien, voilà, il va permettre de fournir des acides gras. Donc, en fait, les triglycérides qui sont dans ce petit tissu adipeux, eh bien, ils vont être libérés sous forme d'acides gras. Il va sécréter des adipokines. Il va également synthétiser des protéines de transport. Et il va y jouer un rôle aussi dans l'activation et la transformation de molécules comme la vitamine A, le cholestérol et certaines hormones sexuelles et le cortisol. Alors maintenant, un petit aparté sur le tissu adipeux et obésité. Alors, de l'excès de sucre à la formation de graisse, c'est quoi le rapport? Eh bien, les molécules de glucose, voilà, comme tout à l'heure on a vu, glucose ou acide gras, vont subir des réactions qui vont donner de la chaleur et fournir ces petites usines d'énergie. Alors, quand au niveau du glucose, eh bien, on a vraiment un excès, une alimentation déséquilibrée, on a un gros excès, eh bien, on va devoir stocker cet excès de glucose sous forme de glycogène, mais jusqu'à une certaine limite. À un moment donné, l'organisme ne peut plus sécréter, il ne peut plus faire cette réserve de glycogène. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il y a certaines réactions, des produits de réaction du glycogène qui vont alors intégrer la synthèse des acides gras et donc produire
des triglycérides. Donc c'est comme ça, excès de sucre, voilà comment ça se passe, comment on obtient donc à partir des sucres des graisses. Et donc ce qui va donc augmenter le volume des adipocètes. Donc tout ça sous l'influence, on en a parlé un petit peu aujourd'hui, de l'insuline, une hormone qui est sécrétée par le pancréas, on va en parler un petit peu après, qui est l'hormone de stockage de notre organisme. Alors maintenant, de l'excès de graisse à l'obésité. Eh bien l'obésité, qu'est-ce que c'est? C'est une accumulation de graisse extra-adipeuse. Donc il ne va pas y avoir seulement le tissu adipeux qui va voir ces cellules, ces adipocytes grossir ou augmenter en nombre. Cette graisse, elle va se localiser donc dans d'autres organes. Et ça va entraîner une résistance à l'insuline. Parce que comme on le disait également, eh bien, on va solliciter le pancréas qui va sécréter de plus en plus d'insuline, mais s'il y a toujours cet apport de sucre, eh bien, à un moment donné, les cellules vont devenir résistantes et le glucose ne pourra plus rentrer donc, dans les cellules. Alors cette accumulation de graisse extra-adipeuse eh bien, va entraîner au niveau du foie eh bien, ce qu'on appelle une stéatose ou plus communément eh bien, ce qu'on appelle un foie gras, comme ce que vous avez vu sur la première diapo. Notre foie, ben, il va devenir gras et puis on aura de la fibrose et ça peut même aller, dans des cas extrêmes, jusqu'à de la cirrhose, comme si vous aviez consommé de l'alcool. Par contre, il a été démontré que la perte de poids ne diminue pas le nombre d'adipocytes. Alors, obésité et état inflammatoire. L'obésité, c'est un état inflammatoire faible, mais qui est chronique et qui est vu par une importante infiltration de macrophages. Ce sont des cellules du système immunitaire. Et la nature de l'inflammation, elle est très différente d'une inflammation classique. Une inflammation classique, c'est 4 symptômes. Elle se manifeste, donc c'est la rougeur, la douleur, la chaleur et l'œdème. L'inflammation chronique de l'obésité, c'est différent. Et elle touche d'autres organes, comme on a vu tout à l'heure, comme le foie, les muscles, les vaisseaux sanguins, le pancréas et certaines régions du cerveau suite à la résistance à l'insuline et également la leptine, cette fameuse hormone de satiété. Donc, ce qui implique certainement toutes les complications qui sont donc l'hypertension artérielle, la thrombose, le diabète de type 2, l'hyperlipidémie. Hyperlipidémie, c'est l'augmentation, l'hyperlipidémie, c'est trop de lipides au niveau du sang, l'artériosclérose et tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Alors, un petit mot sur obésité et génétique. Donc, la génétique, qu'est-ce qu'elle nous dit dans tout ça? On s'est aperçu qu'il y avait donc une relation très étroite entre environnement et gènes. Donc, il y a 8 gènes majeurs qui ont été identifiés et environ 150 gènes mineurs. Au départ, les chercheurs, eh bien, ils estimaient l'obésité, donc l'hérédité, le rôle de l'hérédité dans cette obésité, à 45-70%. Or, nos 8 gènes majeurs, eh bien, ils sont responsables pour seulement, ça explique seulement 5% de cette obésité. Et l'hérédité totale avec ces gènes mineurs, eh bien, elle n'explique que 10%. Donc, comment expliquer donc, le reste? Eh bien, le reste, c'est une partie donc, manquante de l'hérédité, ce qu'on appelle l'épigénétique. Alors, l'épigénétique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être l'influence environnementale, ça va être les perturbateurs endocriniens, ça va être la pollution. Donc, cette épigénétique, je parle d'épigénétique parce que ce sont des facteurs extérieurs qui vont avoir un impact au niveau de nos gènes, mais sans modification de ces gènes. C'est aussi ce qu'on mange. Hein. Comment? C'est ce qu'on mange. Oui, et aussi les différentes molécules. C'est ce qu'on fait, l'exercice physique. Tout à fait. Tout ça, l'épigénétique. Oui, exactement. Alors parmi ces 8 gènes qui ont été identifiés, on retrouve bien sûr celui qui code pour la leptine et également celui également qui code pour la protéine qui est récepteur à la leptine.
et celui codant pour la mélanocortine, qui est plus connue pour la synthèse de mélanine au niveau de la peau. Et celle-ci agit également au niveau de la satiété comme la leptine. Et celui est le gène codant pour une protéine récepteur à la mélanocortine. Alors chez l'humain, des études ont montré que la suppression du gène codant pour la mélanocortine entraîne une prise alimentaire excessive et une obésité précoce et une hypopigmentation de la peau. Alors après, donc, au niveau de la flore intestinale, il y a eu des études qui ont été faites par rapport à ça pour voir est-ce qu'au niveau de la flore intestinale, encore appelé le microbiote, est-ce qu'il y a un rôle qui est joué dans l'obésité. Alors, donc il faut savoir que notre corps humain, il contient 10 000 milliards de cellules. Par contre, au niveau donc, de cette flore intestinale, elle en contient 10 fois plus. Elle contient 100 000 milliards de bactéries. Donc on en a 10 fois plus. Et ce qui représente 150 fois plus de gènes au niveau de ce microbiote que l'ensemble du génome humain. Et au niveau du tube digestif, on retrouve cette flore bactérienne au niveau de l'œsophage, au niveau de l'estomac, donc en différentes proportions, au niveau de l'intestin grêle et au niveau du gros intestin. Alors la perturbation de cette flore bactérienne est source de nombreux symptômes. Et il y a un chercheur de l'université Saint-Louis aux USA, Jeffrey Gordon, en 2006, qui a étudié plus spécifiquement deux souches bactériennes, donc les firmicutes et les bactéroïdetes. Il a étudié plus spécifiquement le rapport de ces deux sortes de bactéries et il s'est aperçu que chez un adulte en bonne santé, ce rapport était de 10 sur 1. Un nourrisson en bonne santé ou un adulte âgé, il était de 5 sur 1. Et un adulte obèse, par contre, ce rapport était de 100 sur 1. Donc, certainement que notre microbiote il a un rôle dans cette obésité. Et on pense que les déséquilibres du microbiote donc intestinal jouent un rôle crucial dans les maladies inflammatoires chroniques comme les allergies ou l'obésité. Alors maintenant, en conclusion, je dirais que voilà, le cis-adipeux nous sert de réserve d'énergie. Il nous sert au niveau de la constitution des cellules. Il a un rôle dans l'expression des gènes. Il a un rôle dans l'immunitaire. Il a un rôle aussi, c'est une glande sécrétrice avec les nombreuses adipokines qu'il sécrète. Un rôle très important également dans le métabolisme des sucres et celui des lipides. Et donc beaucoup d'auteurs ne parlent plus de tissu adipeux, mais parlent vraiment d'un véritable organe. Sauf qu'effectivement, il est dispersé, pas comme un organe, comme le foie, voilà, c'est juste à un endroit, les reins, c'est bien spécifique. Il est dispersé tout au long de notre organisme, mais de par tous les rôles qu'il joue, on parle vraiment d'organes. Alors moi je vous dirais, écoutez, n'ayez pas peur de manger. Par contre, ne pas en manger est au contraire néfaste pour la santé. Donc le gras c'est la vie. Alors après j'ai pas détaillé le gras où on en trouve, mais bon, on peut en discuter. Ce sont les oléagineux, ce sont les petits poissons gras, c'est le gras qu'on trouve dans la viande, mais voilà, qui vient de petits éleveurs, c'est dans les œufs, etc., dans les huiles végétales bien sûr, de première pression à froid, etc. Voilà.